pendant plus de 3 décennies. Une maison de Newport Beach a caché les secrets les plus profonds de John Wayne. À sa mort en 1979, la maison a été fermée à clé. Toutes les lettres, photos et objets personnels ont été scellés. Personne ne savait ce qu'ils contenaient jusqu'en 2011 lorsque les portes ont finalement été ouvertes. Ce qu'ils ont découvert était tout simplement choquant. Un testament caché qui a déchiré sa famille, des souvenirs de films perdus depuis longtemps valant des millions et des révélations personnelles qui ont changé tout ce que nous pensions savoir sur le duc. Derrière la légende hollywoodienne se cache un homme au secret. Certains si profondément enfouis qu'ils sont restés cachés pendant des décennies. Voici l'histoire méconnue de la fortune de John Wayne, du drame familial qui a éclaté après sa mort et de la vérité enfermée dans son manoir. Le parcours de John Wayne n'a pas commencé à Hollywood. Tout a commencé dans une petite ville de l'Iowa, née sous le nom de Marion Robert Morrison, le 26 mai 1907 à Winterset. Il pesait 6 kilos, un poids si important que le journal local a jugé cela digne d'intérêt. Mais sa taille n'était pas la seule chose qui le distinguait des autres. À seulement 3 ans, il a frôlé la mort en tombant dans un ruisseau gelé. Sans l'aide d'un inconnu qui l'a sauvé de là, son histoire aurait pu s'arrêter là. Ce moment de survie préfigurait une vie de résilience, un trait qui allait définir à la fois l'homme et la légende qu'il est devenu. Son enfance n'a pas été facile. Lorsque l'entreprise de son père a fait faillite, la famille Morrison a quitté l'Iowa pour se diriger vers l'ouest, en Californie, à la recherche d'un nouveau départ. Ils se sont installés à Glendale, où le jeune Marion a rapidement acquis une nouvelle identité. Les pompiers locaux le voyaient se promener partout avec son terrier Airedale, Duke, et ils commencèrent bientôt à les appeler Big Duke et Little Duke. Le nom leur resta. À partir de ce moment, il refusa de répondre à quoi que ce soit d'autre. Marion Morrison était partie, et Duke était né. Ayant grandi en Californie, Duke n'avait qu'un rêve, jouer au football. Fort, rapide et déterminé, il a obtenu une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud en 1925. Il a rejoint les Trojans de l'USC en tant que joueur de ligne offensive et avait l'ambition de réussir. Mais le destin en a décidé autrement. Un accident de body surf a tout bouleversé. Une mauvaise vague, un choc soudain sur le sable et son épaule se retrouva définitivement blessée. Avec cette blessure, sa bourse disparut, ainsi que ses rêves de jouer au football professionnel. Duke se retrouva perdu. Sans football, sans soutien financier et sans avenir clair. Il a accepté n'importe quel travail qu'il a pu trouver. C'est alors que Hollywood l'a appelé, non pas comme star, mais comme accessoiriste mal payé au studio Fox. C'était en 1927 et il gagnait à peine 35 $ par semaine, ce qui lui permettait de survivre à peine. Ce travail n'était pas très glamour, déplacer des meubles, installer des accessoires et faire des courses pour les équipes de tournage. Mais cela lui a permis d'être aux premières loges du monde du cinéma. Il a regardé, il a appris et, petit à petit, il a commencé à se faire remarquer. Sa première apparition à l'écran ne se faisait pas dans un rôle principal. Il n'était même pas crédité au générique. Il n'était qu'un joueur de football de second plan dans Brown of Harvard. 1926 à peine visible à l'écran. Mais ce petit avant-goût du métier d'acteur a fait naître en lui quelque chose de nouveau. Il en voulait plus. Au cours de la décennie suivante, il a réussi à gravir les échelons les plus bas d'Hollywood. Entre 1930 et 1939, il a joué dans plus de 80 westerns à petit budget, la plupart oubliables, tournés en quelques jours seulement. Le travail était épuisant. Il enchaînait les films, mais ses salaires restaient modestes et son nom restait inconnu. Certains jours, il avait à peine de quoi manger. Une boîte de haricots réchauffée sur une plaque chauffante dans son appartement bon marché devenait son repas le plus courant. En 1938, il envisageait sérieusement d'abandonner. Hollywood l'avait mâché et recraché. Ses rêves s'envolaient. Puis vint le moment qui changea tout. Le réalisateur John Ford avait observé les difficultés de Duke. Ford avait vu quelque chose en lui, une présence naturelle, une robustesse qui ne pouvait pas être enseignée. Mais les studios n'étaient pas convaincus. Pour eux, il n'était qu'un acteur raté. Ford savait qu'il avait besoin d'un grand rôle pour faire ses preuves. Cette opportunité s'est présentée avec La Chevauchée fantastique, 1939. Le problème? Le studio voulait un grand nom, quelqu'un comme Gary Cooper. Engager un acteur inconnu pour un rôle majeur était risqué. Ford s'en fichait. Et s'est battu pour Duke,
affirmant qu'il était le seul homme pour ce poste. Lorsque le studio a résisté, Ford a insisté davantage, menaçant même de se retirer du film. Finalement, il a gagné. Marion Morrison s'est à nouveau transformée, cette fois en John Wayne. Dès l'instant où Wayne a endossé le rôle de Ringo Kid, le monde a vu quelque chose de spécial. Sa première scène dans Stagecoach est devenue légendaire. Un gros plan spectaculaire alors qu'il fait tourner son fusil. La caméra zoomant sur son sourire confiant. Cela n'a duré que quelques secondes, mais il a fallu 27 prises pour y arriver. Wayne était si nerveux qu'il se trompait à chaque fois. Mais quand il a enfin réussi son coup, ce moment l'a transformé en star. Stagecoach n'a pas seulement été un succès, c'était une sensation. Le film a été nominé 7 fois aux Oscars et a permis au public de découvrir l'homme qui allait redéfinir le genre du western. Mais malgré son succès retentissant, Wayne a été traité comme un acteur de second plan. Il n'a été payé que 300 $700 pour le film, une fraction de ce que gagnait l'élite hollywoodienne. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. John Wayne n'était plus un figurant inconnu qui peinait à payer son loyer. Il était arrivé. Son ascension vers la célébrité s'accompagne d'un partenariat improbable qui va façonner sa carrière, sa collaboration avec John Ford. Ensemble, ils ont créé certains des plus grands films de l'histoire du cinéma. Au cours des 50 années suivantes, ils ont réalisé 14 films, changeant à jamais l'idée que se faisait Hollywood du héros de western. Mais ce n'était pas toujours facile. Ford était connu pour être dur et il traitait Wayne plus durement que la plupart des gens. Sur le tournage de La prisonnière du désert, en 1956, Ford a humilié Wayne devant toute l'équipe, lui faisant refaire une scène simple, en lui demandant simplement de prendre une arme 17 fois. Wayne a accepté sans se plaindre. Il savait que les méthodes de Ford, aussi brutales soient-elles, le poussaient à donner le meilleur de lui-même. Cette dureté, à l'écran comme en dehors, a défini l'image de Wayne. Il est devenu le symbole ultime de la masculinité américaine, refusant des rôles dans des films comme Le Faucon maltais et Le sifflet sifflant le lendemain parce qu'il ne correspondait pas à sa personnalité. Il a refusé de jouer des méchants, de montrer sa faiblesse et de faire des compromis. Aux yeux du monde, il était bien plus qu'un acteur. Il incarnait l'esprit cowboy. Dans les années 1950 et 1960, John Wayne ne se contentait pas de réaliser des films. Il façonnait la culture américaine. Ces films comme The Alamo et True Grit n'étaient pas seulement des blockbusters. Ils étaient des déclarations. Ces personnages n'étaient pas seulement des cowboys. Ils étaient des héros plus grands que nature. Et pour des millions de fans, il n'était pas seulement un acteur. Il était une légende. Mais derrière la célébrité, derrière cette image iconique, se cache une autre histoire, peuplée de luttes personnelles, de conflits cachés et de secrets qui n'éclateront qu'après sa mort. John Wayne n'était pas seulement une légende à l'écran. Sa vie personnelle était tout aussi dramatique que les rôles qu'il incarnait. Derrière son image de robuste Américain, sa vie d'amoureuse était remplie de passion, de trahison et de conflits explosifs. 3 mariages, de multiples liaisons et une histoire d'amour qui a failli se terminer par une fusillade. C'était une vie aussi imprévisible que le Far West qu'il a si souvent décrit. Il s'est marié une première fois avec Josephine Saenz, une femme calme et profondément religieuse issue d'une famille riche. Ils se sont mariés en 1933 alors que Wayne essayait encore de se faire un nom à Hollywood. Au début, cela semblait être le couple parfait. Ils ont eu 4 enfants ensemble et Josephine l'a soutenu pendant des années de lutte. Mais à mesure que la renommée de Wayne grandissait, la distance qui les séparait augmentait également. Hollywood exigeait de longues journées de travail et Wayne était rarement à la maison. Son personnage de cow-boy indépendant et coriace à l'écran est devenu son identité dans la vraie vie. Il vivait pour le travail, pour la célébrité et pour l'aventure. Josephine, elle, voulait de la stabilité, un père de famille qui serait à la maison pour le dîner. À la fin des années 1940, leur mariage était en train de s'effondrer. Le coup de grâce est venu lorsque Josephine a découvert la liaison de Wayne avec Marlene Dietrich. La légendaire actrice allemande était l'une des femmes les plus glamour d'Hollywood, et Wayne tomba amoureux d'elle. Leur liaison dura près d'une décennie, pleine de passion, de secrets et de dévouement intense. Dietrich ne ressemblait à aucune autre personne avec qui il avait été audacieuse, intrépide et complètement enivrante.
Mais elle n'était pas intéressée par le mariage et Wayne n'avait pas l'intention de quitter Hollywood pour elle. En 1945, son mariage avec Joséphine prit officiellement fin. Peu de temps après, il épousa sa seconde femme, Esperanza Bauer, une actrice mexicaine fougueuse au tempérament dangereux. Leur relation était un véritable chaos. Esperanza était profondément jalouse des partenaires de Wayne, persuadée qu'il avait constamment des aventures extra-conjugales. Sa jalousie devint violente un soir lorsque Wayne rentra tard d'une fête. Esperanza, ivre et enragée, a saisi une arme et l'a pointée sur lui alors qu'il franchissait la porte. Elle a appuyé sur la détente, mais le coup a manqué. Wayne a quitté la maison cette nuit-là et n'a jamais regardé en arrière. En 1954, il divorce. Son troisième et dernier mariage a lieu avec Pilar Pellet, une actrice péruvienne de près de 20 ans, sa cadette. Ils se marient en 1954 et ont 3 enfants ensemble. Pendant un temps, Wayne a cru avoir enfin trouvé l'amour durable. Mais une fois de plus, sa carrière a pris le dessus. En 1973, leur mariage était définitivement terminé. Bien qu'ils n'aient jamais divorcé, ils ont vécu séparément et Wayne a emménagé avec sa secrétaire, Pat Stacey, qui est devenue sa dernière compagne. Des rumeurs d'autres liaisons ont suivi Wayne tout au long de sa vie. Son alchimie avec Maureen O'Hara, sa partenaire fréquente, était indéniable. Les fans ont spéculé pendant des années que leur histoire d'amour à l'écran s'étendait au-delà des caméras. O'Hara elle-même ne l'a jamais confirmé, mais son petit-fils a suggéré plus tard qu'il y avait quelque chose de réel entre eux. Quelque chose de passionné mais impossible à maintenir. La vie personnelle de Wayne a peut-être été tumultueuse, mais il y avait une chose dont il était certain. Son rêve de réaliser The Alamo. Pendant plus de 15 ans, il a eu pour obsession de porter cette bataille historique sur grand écran. Il ne voulait pas seulement y jouer le rôle principal. Il voulait en avoir le contrôle total. Mais lorsque les studios ont hésité, Wayne a fait l'impensable. Il a hypothéqué presque tout ce qu'il possédait pour financer lui-même le film. Le budget a grimpé à 12 millions de dollars, une somme inédite en 1960. Wayne a insisté sur l'authenticité, construisant une réplique grandeur nature de l'Alamo au Texas, brique par brique. Plus de 15 millions de briques d'adobe ont été utilisées et le décor était si gigantesque qu'il est devenu une attraction touristique pendant des années. Le film a nécessité des milliers de figurants, des centaines de chevaux et un tournage exténuant de 79 jours sous une chaleur torride. Malgré la passion de Wayne, The Alamo a échoué au box-office. Bien que le film ait été nominé à plusieurs reprises aux Oscars, les critiques étaient divisées et le film a eu du mal à récupérer son énorme budget. Wayne était dévasté. Il avait tout misé et cette perte l'a laissé dans de graves difficultés financières. Pour la première fois depuis des années, le cowboy invincible semblait vulnérable. Mais même la ruine financière ne pouvait pas le ralentir. En 1964, Wayne a dû affronter une bataille encore plus grande, le cancer. Il avait passé sa vie à fumer jusqu'à 6 paquets par jour. Les médecins lui ont découvert une tumeur maligne au poumon et lui ont dit qu'il avait 50% de chances de survie. La plupart des acteurs auraient caché leur diagnostic, de peur de paraître faibles. Mais pas Wayne. Il a publiquement encouragé ses fans à se faire dépister, donnant même un surnom au cancer, le Big C, pour le rendre moins effrayant. Les chirurgiens lui ont retiré tout son poumon gauche et 2 côtes, le laissant dans une douleur constante. Pourtant, 5 mois plus tard, il était de retour sur le plateau, refusant de laisser la maladie dicter sa vie. Il a continué à jouer, à travailler, à être John Wayne, mais le cancer n'en avait pas fini avec lui. En 1979, on lui diagnostique à nouveau un cancer de l'estomac. Il garde le secret, ne voulant pas que le public le voie s'affaiblir. Son dernier film, The Shootist 1976, est douloureusement proche de la réalité. Il a joué un pistolero vieillissant mourant d'un cancer, un rôle qui ressemblait plus à un adieu qu'à une fiction. Il était faible, avait besoin d'oxygène entre les scènes, mais refusait de laisser quiconque le voir lutter. Dans un moment particulièrement éprouvant, son cheval a trébuché, le faisant presque tomber. Il s'est déchiré un muscle de l'épaule, mais a terminé la scène sans se plaindre. Wayne n'a pas pu gagner sa bataille contre le cancer. Le 11 juin 1979, il est décédé au centre médical de l'UCLA à l'âge de 72 ans. La nouvelle a secoué Hollywood et ses millions de fans à travers le monde.
Le président Jimmy Carter l'a qualifié de symbole du courage américain. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital et sa maison, déposant des fleurs, des chapeaux de cow-boy et des lettres manuscrites. Mais le véritable choc est venu après sa mort. Non pas du public, mais de son testament. Malgré des décennies de succès, sa fortune était étonnamment modeste. Au moment de sa mort, la fortune de John Wayne était estimée à seulement 6,85 millions de dollars, soit environ 25 millions de dollars aujourd'hui. Comparé à d'autres légendes d'Hollywood, c'était bien moins que ce à quoi on s'attendait. Il avait été l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire. Et pourtant, une grande partie de sa fortune semblait avoir disparu. Puis vint la plus grande surprise. Il n'a rien laissé à Pilar, sa troisième femme. Il n'avait jamais officiellement divorcé, mais elle était complètement exclue de son testament. Au lieu de cela, presque tout a été divisé entre ses 7 enfants issus de ses 2 premiers mariages. L'omission de Pilar a déclenché des années de spéculation. Wayne l'avait-il volontairement mise hors service? Sa fortune avait-elle été drainée par de mauvais investissements? Ou bien quelque chose de plus secret était-il arrivé à sa fortune? Le mystère s'est accru lorsqu'il a vendu son yacht adoré, Wild Goose, peu avant sa mort. Sa yacht, qui avait été un dragueur de mines pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été le sanctuaire de Wayne. Il y a passé d'innombrables jours, à recevoir des amis, à se détendre sur l'eau, à fuir Hollywood. Pourtant, juste avant son décès, la maison a été vendue discrètement pour 750 zéros d'or. Les décisions financières de Wayne, les biens disparus et les tensions au sein de sa famille ont laissé des questions sans réponse. Qu'est-il réellement arrivé à sa fortune? Et pourquoi a-t-il choisi de laisser de côté la femme qui l'avait soutenu pendant des décennies? Ces dernières années ont été remplies de batailles. Il en a gagné certaines, il en a perdu d'autres. Mais au final, John Wayne est resté le même homme qu'il avait toujours été. Fort, têtu et déterminé à s'en aller vers le soleil couchant selon ses propres conditions. Pendant plus de 30 ans, la demeure de John Wayne à Newport Beach est restée intacte, à l'écart du monde. Après sa mort, en 1979, le domaine a été scellé, ses biens mis à l'abri, pour ne plus jamais être revus. Mais en 2011, tout a changé. Les portes ont enfin été ouvertes, révélant une capsule temporelle remplie de secrets, de trésors et de mystères qui étaient cachés depuis des décennies. À l'intérieur, plus de 700 objets personnels ont été découverts, chacun offrant un aperçu rare de la vie privée de l'une des figures les plus légendaires d'Hollywood. Parmi les découvertes, on trouve des piles de lettres personnelles, des notes manuscrites sur des scripts et des photographies inédites, des moments intimes figés dans le temps, qui montrent Wayne non pas comme une star de cinéma, mais comme l'homme derrière la légende. L'une des découvertes les plus choquantes est son dernier permis de conduire. Un simple morceau de plastique qui semblait insignifiant, mais qui est devenu le rêve de tout collectionneur. Lorsqu'elle fut mise aux enchères, elle fut adjugée pour la somme faramineuse de 89 500 $. Preuve que même la plus petite relique de la vie de Wayne avait une valeur immense. Il y avait aussi la lettre cachetée, retrouvée parmi ses effets personnels. Son contenu n'a jamais été rendu public. Que contenait-il? Une confession finale? Un morceau perdu de son héritage? Personne ne le sait. La lettre reste un mystère, ses mots étant à jamais enfermés. Mais malgré toute l'admiration que Wayne a suscitée, une autre facette de son héritage a refait surface des décennies plus tard. Une facette qui a suscité l'indignation, la controverse et des appels à ce que son nom soit effacé de l'histoire. En 1971, Wayne a accordé une interview au magazine Playboy. À l'époque, l'affaire n'a guère fait de vagues, mais en 2019, un simple tweet a tout changé. Quelqu'un a redécouvert l'interview et son contenu était choquant. Wayne avait fait des déclarations profondément racistes et offensantes, des commentaires sur les Noirs, les Amérindiens et les personnes LGBTQ+, qui ont stupéfié le public moderne. Il a déclaré qu'il croyait en la suprématie blanche, jusqu'à ce que, selon ses propres termes, les Noirs soient éduqués à un certain degré de responsabilité. Il a justifié le traitement brutal infligé aux Amérindiens en faisant valoir qu'ils avaient été légitimement déplacés. Et lorsqu'il a parlé des personnes LGBTQ+, il a utilisé des insultes dénigrement de leur place dans la société. Lorsque l'interview a refait surface, les réseaux sociaux ont explosé. Les gens qui avaient grandi en idolâtrant Wayne furent obligés de se confronter à une facette de lui qu'ils n'avaient jamais connue. Était-il simplement un homme de son temps? Ou était-ce quelque chose de plus?
La réaction fut immédiate. Le nom de Wayne, autrefois synonyme d'héroïsme américain, était désormais lié à la controverse. Pour certains, cette interview a détruit son héritage, prouvant que l'homme derrière le chapeau de cow-boy était loin d'être l'icône qu'il avait été décrit comme étant. D'autres ont soutenu que ses opinions, bien qu'offensantes, appartenaient à une autre époque. C'était faux, mais pas inattendu. Mais le débat ne s'est pas arrêté en ligne. Et il s'est étendu aux institutions du monde réel qui honoraient depuis longtemps le nom de Wayne. L'une des principales cibles était l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, en Californie. Nommé en son honneur en 1979, il rendait hommage à son héritage depuis des décennies. Mais en 2020, au milieu des manifestations nationales contre le racisme et l'injustice, des militants ont exigé un changement. Le Parti démocrate du comté d'Orange a demandé que l'aéroport soit renommé, affirmant que les opinions de Wayne ne correspondaient pas aux valeurs modernes. Son nom, qui était autrefois un motif de fierté, est devenu un symbole de controverse. Ses partisans ont riposté, affirmant que sa carrière et ses contributions l'emportaient sur ses convictions personnelles. Son fils, Ethan Wayne, l'a défendu publiquement, affirmant que son père avait été mal compris et que ses propos étaient injustement utilisés contre lui. Aujourd'hui encore, l'aéroport porte son nom, mais le débat n'a jamais été complètement tranché. La question demeure, faut-il juger un personnage historique selon les critères d'aujourd'hui? Ou bien faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? L'héritage de Wayne a pris un nouveau coup en 2020, lorsque l'Université de Californie du Sud, où il avait étudié, a pris une décision audacieuse. Pendant des années, la School of Cinematic Arts a organisé une exposition en hommage à Wayne, remplie de souvenirs et d'affiches de films mettant en valeur sa carrière légendaire. Mais à mesure que les discussions sur la race et la représentation se sont intensifiées, les étudiants et les professeurs ont fait pression pour que cette exposition soit retirée. L'USC a finalement décidé de retirer l'exposition, affirmant qu'elle souhaitait créer un espace plus inclusif. Les critiques ont vu là un effacement de l'histoire, tandis que les partisans ont fait valoir que l'héritage de Wayne ne représentait plus les valeurs que l'école voulait défendre. Ce moment a relancé un débat encore plus vaste, qui va bien au-delà de Wayne lui-même. Peut-on séparer le travail d'un artiste de ses convictions personnelles? Les contributions d'un acteur, d'un cinéaste ou d'une personnalité publique l'emportent-elles sur ses défauts? Les films de Wayne restent parmi les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ces films ont contribué à façonner le cinéma américain. Mais pour beaucoup, savoir que l'homme qui se cache derrière ces films avait des opinions aussi controversées les rend plus difficiles à regarder. La bataille pour l'héritage de John Wayne est loin d'être terminée. Certains le voient encore comme le héros américain par excellence, un homme qui représentait la force, la résilience et le patriotisme. D'autres le voient comme un symbole de valeurs dépassées, un vestige d'une époque où Hollywood ignorait les voix de ceux qui ne correspondaient pas au moule. Son nom est toujours d'actualité. Ses films sont toujours à l'affiche. Mais une question demeure. Comment se souvient-on de John Wayne? En tant que légende? Ou comme un récit édifiant sur la façon dont l'histoire peut basculer sous nos pieds? John Wayne était bien plus qu'un simple acteur. Il était une institution, un symbole de l'individualisme américain, le visage de l'âge d'or d'Hollywood. Sa présence a façonné le genre western. Ses films sont devenus légendaires et son nom est devenu synonyme de force, de courage et de détermination inébranlable. Des décennies après sa mort, son influence sur le cinéma reste indéniable. Mais derrière son chapeau de cow-boy et sa personnalité hors du commun se cache un homme dont l'héritage est bien plus complexe. Les révélations qui ont fait surface au fil des ans, de ses déclarations controversées aux conflits familiaux entourant sa succession, ont amené de nombreuses personnes à se demander comment il fallait se souvenir de lui. Ces propos, conservés dans une interview datant de plusieurs décennies, ont révélé des opinions qui ont suscité l'indignation dans le monde moderne, modifiant la façon dont les gens le perçoivent. La colère suscitée par ces commentaires a relancé les débats sur la question de savoir si les personnalités du passé doivent être jugées selon les normes d'aujourd'hui ou commémorées dans le contexte de leur époque. Pour certains, ces déclarations sont inexcusables, signe que son héritage doit être réévalué. Pour d'autres, son impact sur le cinéma et la culture américaine est trop important pour être effacé. Les secrets enfermés dans sa demeure de Newport Beach pendant plus de 30 ans n'ont fait qu'ajouter au mystère. Les lettres scellées.
Les souvenirs perdus et les décisions financières étranges dressent le portrait d'un homme qui, malgré sa renommée et sa fortune, est resté insaisissable même après sa mort. Il était une icône hollywoodienne, mais il était aussi humain, imparfait, complexe et parfois profondément controversé. Alors, où cela nous mène-t-il? Devons-nous continuer à honorer John Wayne comme la légende qu'il était? Ou est-il temps de repenser sa place dans l'histoire? Ses films sont toujours à l'affiche. Son image est toujours présente. Mais, à une époque où les héritages sont constamment réexaminés, son nom suscitait désormais des questions qui ne se posaient pas auparavant. Était-il le héros américain par excellence? Ou le symbole d'une époque révolue? Cette décision, en fin de compte, appartient à l'histoire. Et à vous.